Bonjour à tous et bienvenue sur Citizen Cast, les coulisses du sport. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Henrard, c'est comme ça que ça se prononce? Malheureusement, ça se prononce en rare. Henrard, ok. Ouais. Alexandre Henrard. Actuellement, comment tu te présenterais? Parce que j'ai vu ton Comment je me palmarès et présenterai? j'ai pas su quoi choisir pour te présenter. Ouais, ancien athlète de haut niveau en pentathlon moderne. Ouais, Très rapidement, le pentathlon moderne, c'est 5 sports en un avec l'escrime, l'équitation, le tir au pistolet, la natation et la course à pied. Il y a encore l'équitation, mais après les Jeux de Paris 2024, l'épreuve va être modifiée. Mais en tout cas, moi, je l'ai connue de cette manière-là. ok. Et voilà, 14 ans de haut niveau, dont 12 en équipe de France. Et aujourd'hui, à 31 ans, bientôt 32, je suis en reconversion sportive et professionnelle. Donc voilà, de nouveaux horizons s'offrent à moi sur tous les plans. Ok, on va y revenir. Alors, je précise pour les auditeurs que là, on est au téléphone parce que tu es à La Réunion. Tu t'es installé à La Exactement. Réunion. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ta passion pour le sport? La passion pour le sport, elle est venue globalement de mon éducation, dans le sens où le sport a été obligatoire, pas pour la performance, de par mes parents, hein. Ouais, Pas pour la performance, mais pour l'aspect santé et social. ouais, C'est vrai que tous les week-ends, j'étais en compétition, que ce soit un match de handball, de basket, et le dimanche en compétition d'athlétisme. Ça permet de découvrir son corps, de rencontrer des gens, de se familiariser avec un milieu environnemental qui change assez fréquemment. Et puis il fallait faire quelque chose, quoi. Il fallait bouger. Et après, c'est moi personnellement, j'ai adhéré à la performance. ouais. J'ai tout de suite eu le goût de l'effort. Que ce soit en individuel ou collectivement. J'ai fait beaucoup de handball et j'ai vraiment apprécié l'aspect collectif. Et après, je me suis orienté vers le sport individuel parce que c'est vrai que quand la performance, elle dépend que de soi et pas des autres, c'est un aspect qui m'intéressait aussi après. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ta première victoire, première grande réussite en sport? Ouais. Alors c'est pas une grande réussite, mais dans ma petite vie, c'est quelque chose qui a fait que j'ai eu le virus. C'est quand j'ai gagné une compétition scolaire. Ouais, C'était un cross scolaire, voilà, tout ce qui est de plus banal, mais sans y aller avec aucune prétention, sans objectif, rien. Je me souviens que le speaker dise hey, c'est un maillot blanc qui mène la course d'une large avance, tu vois. Et puis moi je vois personne devant moi et je suis en blanc et merde c'est moi. Et donc en fait c'est un peu ça je me suis dit, je sais pas d'où ça vient, pourquoi je suis meilleur que les autres aujourd'hui, mais franchir la ligne d'arrivée en première position, c'est quelque chose qui est assez particulier, peu importe la compétition, et j'ai bien aimé cette sensation-là, et le goût de la victoire m'a fait j'ai retendu l'assiette pour une deuxième plâtrée, quoi. ok, c'est super ça. Et est-ce que tu dirais que c'est aussi grâce à tes parents? Ouais, bien sûr. Ce qui- Oui, bien sûr, parce que ils m'ont fait découvrir pas mal de sports, et puis après bon, il y a un passif parental, notamment chez ma mère qui est une ancienne sportive de haut niveau en natation, ouais, et j'avais pas du tout la prétention de faire comme ma mère ou me faire mieux ou quoi que ce soit, parce que je suis pas parti dans la natation, enfin pas directement en tout cas, ouais. et j'avais pas du tout cette envie, cette comparaison ou quoi que ce soit, même vis-à-vis de mon père. Et j'ai vraiment adhéré moi personnellement, et j'ai jamais eu la pression, une quelconque pression parentale. Oui, parce que faut rappeler que tes deux parents sont d'anciens sportifs de haut niveau. Alors mon père a été à bon niveau dans pas mal de sports, mais sans jamais atteindre le haut niveau. Ok, Et ma mère était présélectionnée olympique. Elle a raté malheureusement la qualification pour Los Angeles en 84. ok. De quelques dixièmes sur l'épreuve du 400 mètres 4 nages. Donc c'est bon, voilà. Elle Ouais, a atteint quand même le très très haut niveau ouais, c'est ça. dans sa carrière.
c'est ça. Et donc, à partir de là, tu t'es dit que tu voulais faire du sport toujours loisir ou tu voulais vraiment entrer dans le sport compétition? Ouais, non, non, tout de suite, le plaisir a été dans la pratique et dans l'entraînement, et le plaisir a aussi été complémenté par la performance, quelle soit la performance intrinsèque, chronométrique, j'ai envie de te dire, ou bien celle de classement, de podium, de médaille, de titre. Et assez rapidement, en pleine adolescence, j'ai vraiment ce rêve de porter le maillot de l'équipe de France. Okay. Je me souviens, fin des années 90, début des années 2000, je vois très très bien, notamment Athènes, c'était en 2004. C'est ça. Ce jogging qu'ils ont Adidas blanc avec les 3 bandes bleu, blanc, rouge, je me suis dit, il est magnifique et j'aimerais trop pouvoir le porter un jour. Ouais. Et donc j'étais vraiment un gamin qui était fan, qui restait scotché pendant 15 jours devant les jeux, à tout connaître de tout le monde. Et c'était vraiment un rêve que de porter ce maillot tricolore. Ouais, donc dès l'enfance, c'était un objectif. À ce moment-là, c'est plutôt un rêve parce que quand je suis gamin, je pense, assez doué. Je pense que je suis doué dans pas mal de sports. J'ai une appétence, voilà, pour ce qui est de l'effort physique et tout. Maintenant, j'ai rien de monstrueux, tu vois. On peut pas dire ce mec-là plus tard, il fera une grande carrière ou quoi que ce soit. C'est plus, voilà, j'étais bon, j'étais voire même très bon, mais il y a aucun moment je me suis dit je suis excellent au point d'atteindre le très haut niveau et d'atteindre les portes de l'équipe de France, quoi. Ouais, t'avais des prédispositions. Ouais, voilà, c'est ça. Prédisposition, et encore de base, je pense que j'étais pas forcément, tu vois, franchement, j'étais un gringalet, hein. J'étais un gringalet, je pesais pas bien lourd, j'étais grand, mais pas costaud du tout. Tu te disais pas forcément, je sortais pas forcément du lot, quoi, physiquement en tout cas. Okay. Donc c'est vraiment après moi qui me suis un peu bougé et j'ai travaillé, tu vois, je prenais énormément de plaisir à tout faire et c'est ça qui a fait que je me suis au fur et à mesure un peu démarqué, je pense. Ok. Et donc tu nous as dit que le sport est obligatoire à la maison, mais j'imagine que tu n'as pas commencé par le pentathlon. Comment tu t'es retrouvé non. Ouais. En fait, oui, on était obligé de choisir un sport. On était obligé de choisir une pratique sportive, peu importe, il fallait juste avoir quelque chose. Donc moi, j'ai commencé mon tout premier sport, c'était, je sais pas, 4-5 ans, enfin, c'était vraiment le tout premier, c'était la gymnastique. Okay. Donc un sport vraiment où tu découvres ton corps dans l'espace et t'apprends à bouger. Alors forcément, je te parle d'un niveau où tu fais des galipettes en avant, en arrière, et puis et t'essaies d'être en équilibre sur la poutre et c'est tout, quoi. Ouais. Mais après ça, je suis parti dans le football parce que voilà, tu fais un peu comme les copains, tu fais un peu comme tout le monde, mais c'était pas du tout un sport pour moi. Et je suis resté dans les sports collectifs, notamment avec le basket que j'ai pratiqué longtemps, et puis le handball. Ouais. En parallèle de ça, forcément, avec des parents qui sont dans la natation, parce que mes 2 parents sont maîtres nageurs, il fallait nager. Mais c'était juste vraiment apprendre à évoluer dans l'eau, et on parle pas du tout de natation sportive et de performance. Okay. Mais voilà, une nouvelle fois, tu commences à avoir des prédispositions, tu commences à faire des petites courses, tu commences à gagner, à avoir des chronos sympas, et puis moi j'ai accroché, quoi. Ok. Et puis si tu anticipes sur comment est arrivé le pentathlon, moi à la base je connaissais pas, et c'est juste que j'ai reçu un courrier quand j'étais au lycée. Okay. Je reçois un courrier de la fédération qui repère en moi un potentiel, notamment grâce aux compétitions que j'avais faites en course et en natation. Ouais. Et ils ont vu un potentiel, un mec potentiellement bon. Et j'ai passé des tests et qui se sont avérés vraiment très très concluants. Et puis je suis parti dans le processus du sport de haut niveau à l'âge de 18 ans. Super. C'est à 18 ans que je commence le sport de haut niveau, où j'ai commencé à Font-Romeu, notamment.
Ah, Font Romeu, the place to be, comme on dit. Ouais, c'est un lieu assez emblématique en France quand tu connais un petit peu le sport et notamment le sport de haut niveau. Ouais. Pourquoi c'est connu? Parce que c'est un site qui est en altitude, qui est à 1800 mètres et on connaît tous maintenant les bienfaits de l'altitude sur le corps parce que tu génères... L'absence d'oxygène fait que ton corps s'adapte pour créer plus de globules rouges, pour capter le plus d'oxygène possible. C'est ça. Et donc, quand tu retournes à zéro au niveau de la mer, tu te retrouves avec un cumul de globules rouges plus important, donc plus d'oxygène, donc des capacités physiques qui s'améliorent. Et c'est un lieu de passage, mais pas que français. Hein, c'est pour les sports énergétiques d'endurance. Tu retrouves des cyclistes professionnels, des nageurs de très très haut niveau, des coureurs comme Mo Farah qui ont fait leur préparation olympique à Font-Romeu, donc c'est du très très haut niveau Il y avait Mehdi là-haut aussi, dans les pyrénées. Ouais, mais Dybala, Mehdi Mekessi, Johan Koval, tout ça, c'est des grands noms. Paula Radcliffe, pour ceux qui connaissent, la détentrice du record du monde du marathon. Alors, ça a peut-être été battu récemment, mais l'ancienne détentrice du record du monde sur marathon, qui avait carrément son appartement. Donc, voilà, un endroit très, très connu, très, très réputé, qui a été créé en prévision des Jeux de Mexico. C'était en 67. Ouais. Donc, pour préparer les Jeux de Mexico, qui étaient eux-mêmes en altitude. Donc il fallait forcément se préparer un peu à ça parce que pour avoir été à Mexico, ça calme. Ça calme quand tu commences à courir, à faire de l'activité physique à cette altitude. Parce que je crois que c'est 2002 Mexico, il me semble. Je crois il faudrait vérifier si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est assez élevé et donc du coup, dès que tu commences à faire un petit effort, si t'as pas connu un petit peu les effets de l'altitude, c'est assez costaud. Ok. Et tu as dû faire des aménagements particuliers pour t'installer là-bas? Parce qu'à 18 ans, partir de chez ses parents, est-ce que c'était compliqué? Ouais. Non, c'était compliqué. Logistiquement, il y a un petit déménagement à faire. Après, c'était compliqué, non, parce que j'allais vivre mon rêve. Tu vois, mon rêve, c'était d'aller tous les jours à l'entraînement et de courir entre les cours et les entraînements. Tu vois, je me suis dit, mais j'avais vu des reportages un peu où les sportifs de haut niveau avaient très peu de temps et tout machin, et je me suis dit, mais c'est tellement ça que je veux faire. Ouais. Donc non, après voilà, un petit déménagement, un peu oui, après je quitte la famille, c'est vrai que j'étais dans le cocon familial assez longtemps, enfin jusqu'à 17 ans quoi. Ouais. Jusqu'à 17 ans, donc là j'ai trouvé un peu d'autonomie, mais non, j'ai très très bien vécu parce que je suis normand, du coup Normandie, Pyrénées, t'as compris qu'il y a une certaine distance, mais j'ai plutôt bien vécu cette petite séparation et super. Et après, non, ça s'est assez bien fait quand même. Et d'ailleurs, comment les études s'organisent quand on est en pôle France comme ça? Est-ce que vous avez... Ouais, alors moi c'était particulier parce que du coup j'étais en post-bac, donc je suis parti faire une licence TAPS. Licence TAPS qui avait, c'était aménagé. En fait, il y a une petite section, la section de Perpignan, de STAPS de Perpignan, est délocalisée à Font-Romeu. Donc c'était juste parfait parce que il y avait 1 kilomètre, je crois, pour aller au cours, entre les cours et les entraînements. Donc logistiquement, l'aménagement est très très bien fait. Et Font-Romeu, ayant l'habitude d'avoir des sportifs de haut niveau, il y a des emplois du temps qui sont aménagés. Donc moi j'avais la chance de choisir tous mes cours en fait. Okay. Limite si j'y allais pas, personne n'était là pour me taper sur les doigts et c'était vraiment si tu veux y aller tu y vas, mais te plains pas si tu te plantes. Ouais. Alors moi je suis assez scolaire, hein, tu vois, je suis pas quelqu'un qui, enfin tu vois, si tu me dis il y a des examens dans 6 mois, je m'y colle pas la veille quoi. Okay. Donc j'allais en cours pour optimiser justement le soir pour éviter d'aller chercher les cours et de me coucher tard. Je préférais aller en cours quand je pouvais, être présent, prendre mes propres notes. Ouais. Et globalement, les autres avaient entre 4 et 7 heures de cours par jour, je pense, à peu près, en comptant les heures de pratique sportive. Okay. Ouais. Voilà, moi je pense que j'y allais entre 1 heure et 4 heures par jour. Je faisais vraiment en fonction la priorité c'était l'entraînement évidemment. Okay. Je m'entraînais à ce moment-là quand t'es jeune comme ça, dans des structures telles les pôles, tu t'entraînes 20-25 heures
D'accord. Tu as une bonne petite vingtaine d'heures quand même, donc c'est pas négligeable. Ouais. Donc j'avais suffisamment de temps quand même pour aller en cours. Après, voilà, ça faisait des belles semaines. Ok. Et justement, est-ce que tu as eu le choix du pôle ou on te l'a imposé? Ouais. Tu aurais pu aller à l'INSEP, par Alors exemple? moi, l'INSEP c'est encore autre chose, mais pour le coup j'ai eu le choix. J'ai eu le choix parce que les résultats que j'ai fait lors de mes tests ont été vraiment très très bons. Ok. Donc on m'a dit franchement choisis. Choisis. À ce moment-là, il y a un pôle qui est à Aix-en-Provence, il y a un pôle à Font-Romeu et un pôle à Bordeaux. Et moi, connaissant un peu le monde du sport, je me suis dit, j'ai tellement envie d'aller à Font-Romeu pour côtoyer tous les grands champions qui y passent. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Font-Romeu. Mais j'aurais très bien pu choisir Bordeaux ou Aix-en-Provence. Ok. D'accord. Et après, pour rebondir sur l'INSEP, en fait, l'INSEP, tu as quand même des critères à réaliser. Tu as quand même des critères de performance à réaliser pour éventuellement y entrer. Parce qu'après, tu as quand même une commission d'entrée pour voir si tu es apte à... Parce que, en fait, quand tu rentres à l'INSEP, globalement, tu es en équipe de France. Ok. Donc, moi, comme débutant à ce moment-là, j'ai pas, c'est même pas encore dans les tuyaux, quoi. On me dit, oui, bon, il y a potentiellement un mec qui peut être, on va regarder ses perfs, mais je suis pas du tout dans les petits billets de l'INSEP à ce moment-là. Ok. D'accord. Alors, on va faire une petite revue de ton palmarès. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as gagné, de ce que tu as perdu? Ouais, alors je vais essayer d'être assez rapide. Le plus beau titre, forcément, c'était à Mexico, justement. C'était en 2018 avec le titre de champion du monde en relais avec Valentin Belot. Le lendemain, même compétition, le lendemain en mixte, je fais médaille de bronze avec Mademoiselle Riff, qui est issue justement de Font-Romeu. Après, je suis vice-champion d'Europe en 2017, donc l'année d'avant avec Simon Casse, toujours en relais. Malheureusement, en fait, j'ai pas de médaille individuelle à l'international. C'est ce qui manque un petit peu. Mais sinon, j'ai ma première médaille internationale, c'est championnat du monde en 2016 à Moscou, en relais avec Pierre Desjardins. Et ma toute dernière, c'était en 2022, il y a 1 an et demi, c'était au championnat d'Europe. 3e avec Jean-Baptiste Mourcia. Ok. Et après ça, mes deux perfs individuelles, elles sont au niveau français. Je suis double champion de France. D'accord. Élite, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ta première grande défaite, entre guillemets? Première grande défaite, ouais, la claque, c'est... Je dirais 2017, championnat du monde en individuel. Ouais. C'était au Caire, en Égypte. Et en fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt physiquement. En fait, voilà, je regarde encore les photos maintenant et je vois un mec sur les photos, je vois un mec qui est complètement cramé. Okay. Et donc il y a eu quelque chose qui a pas été dans la préparation, parce que quand on est censé arriver au sommet ou au pic de sa forme en fin de saison pour les grandes échéances, là il y avait un zombie, quoi. Okay. Il y avait un zombie qui n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, et du coup c'est un fiasco total, parce que j'y allais avec des prétentions de médaille, peut-être pas, mais me placer sur un beau top 10 et monter en puissance dans les années d'après, ça c'était vraiment ce que j'avais en tête. Ouais. Mais là, je passe même pas en finale. Je suis à la rue, quoi. Je suis à la rue complet. Donc ça a été assez compliqué. Maintenant, les grosses défaites, pour moi, c'est mes blessures. C'est vraiment les blessures, parce que 2 ans après, en 2019, donc là, je me suis nourri j'ai pris de la confiance avec le titre de champion du monde avec Valentin Belot. Je fais des petites compétitions nationales et internationales. Ouais. Je gagne ces compètes-là, et franchement, je sens le déclic. Je sens que j'ai passé un cap, notamment en escrime. Et malheureusement, 15 jours avant la première Coupe du Monde de la saison pour moi, alors que j'étais en train de me dire, en fait, je vois pas pourquoi je peux pas gagner. Ouais. Arrête de te mettre des barrières. J'étais vraiment sur une lancée en mode, mais en fait, je vais tout éclater, quoi. Ouais. Il y a plus de questions à se poser. Ça y est, c'est mon année. Et je me flingue à l'entraînement. Je me flingue, je fais triple déchirure aux ischio-jambiers en escrime.
Et je suis parti quand même à la compétition, mais complètement blessé. Je veux dire, c'était complètement idiot d'y aller, mais j'avais pas le choix. C'était par rapport à la qualif olympique. Ouais. À ce moment-là, on parle de Tokyo 2020. Hein. Il n'y a pas encore le Covid, donc on parle de Tokyo 2020. Et bah forcément, c'est un fiasco parce que je passe pas en finale. J'ai mal, je peux pas bien nager, je peux pas courir, je peux pas faire d'escrime. Et j'y suis. T'as eu des moments de doute à ce moment-là? Est-ce que t'as douté? Oui, clairement. Après ça, après ce moment-là, c'est le moment où je vis. Alors c'était pas la première, mais c'est une grosse dépression. Ouais. Je fais une grosse dépression à ce moment-là, et c'est l'une des périodes où je décide de quitter l'INSEP. Ok. Donc là, t'étais à l'INSEP à ce moment-là. T'étais arrivé à l'INSEP. Ouais, à ce moment-là, ça fait 7 ans que je suis à l'INSEP. Okay. Ça fait 7 ans que je suis à l'INSEP. Je suis rentré juste après les Jeux de 2012. Okay. Juste après Londres, jusqu'en 2019. Donc 1 an avant les Jeux de Tokyo. Okay. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a toujours pas eu le Covid. Et je me dis, voilà, c'est un système qui ne me convient plus. Il faut que je change. Parce que mon corps, il est peut-être plus fragile que les autres, ou la manière de s'entraîner doit être différente pour moi. Il faut que ça change, et j'ai pas envie de faire ça trop tardivement. Je pense même que avec du recul, j'aurais peut-être pu partir avant. Mais bon, voilà, c'était un peu compliqué parce que en gros, quand tu atteins l'INSEP, à ce moment-là, c'est difficile de se dire je vais être performant en étant ailleurs. Vu qu'il y a tellement d'avantages, il y a tellement d'infrastructures, c'est un vrai luxe d'être là-bas. Et c'est malheureusement cette blessure et d'autres facteurs qui me sont plus personnels qui ont fait que j'ai pris la décision de partir de l'INSEP, quoi. Ok. Mais ouais, les défaites malheureusement, c'est un peu contre moi-même, et c'est ces blessures-là qui m'ont un peu ralenti vraiment dans une progression qu'à ce moment-là, je voyais exponentielle, quoi. Ouais. Et justement, à contrario, est-ce que tu te souviens d'une compétition dans laquelle tu as performé au-delà de ce que tu imaginais? Je ne l'ai pas forcément en tête. Après, je sais que c'est un peu aussi ce qui m'a dérangé, on va dire, c'est que je suis quelqu'un qui a l'aspect collectif, et je suis ce mec qui va vraiment se transcender quand on parle de collectif. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de médailles en relais, quoi. C'est parce que cette performance-là, tu l'as fait en même temps que la personne, mais t'as 50% de la performance du duo qui dépend de toi, et le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière, qui attend ta performance, bah moi, ça m'a toujours un peu boosté, et j'ai toujours un peu plus de mal peut-être à le faire en individuel. Donc je sais que je pouvais vraiment être un autre athlète lorsqu'on parle de relais. Et après, en termes de sensations, bah le titre de champion du monde, il est incroyable à vivre, quoi. C'est toute une journée de compétition, et à la fin, c'est nous qui gagnons, pas dans la facilité, loin de là, à se battre pour chaque seconde. Et ouais, bah, pour le coup, ces petits moments-là, ils valent beaucoup d'années de travail. Donc, moi, je te parle d'un championnat du monde. J'imagine même pas ce que c'est quand on parle de Jeux Olympiques, quoi. Ok. Mais du coup, tu n'as jamais participé aux JO? Non, j'ai jamais fait les Jeux. J'aurais pu être en course pour Tokyo et Paris. Ouais. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et j'étais malheureusement trop jeune pour Rio. C'est ma génération qui a été à Rio, la génération 92. Mais j'avais pas assez d'années de pratique. Ça faisait que 6 ans que j'en faisais. Bon, j'étais loin du niveau qu'il fallait avoir pour prétendre à une sélection. Ok. Alors, on va y revenir, mais faut qu'on précise aux auditeurs que depuis, tu es en retraite du pentathlon. Ouais, depuis 3 mois officiellement. Ouais. Depuis le 12 janvier, tu as annoncé ça. C'est ça. Mais à l'époque où tu étais encore pentathlète, comment tu structurais tes entraînements? Alors quand tu es en structure, quand tu es en pôle et quand tu es à l'INSEP, c'est pas toi qui gères. Globalement, c'est pas toi qui gères.
t'as ton programme d'entraînement, t'as ta semaine d'entraînement. Quand j'étais en pôle, j'étais à 20-25 heures d'entraînement. Quand je suis passé à l'INSEP, j'étais plutôt à 30-35. Donc, tu as ton programme. Tu rajoutes des cours par-dessus, parce que derrière, j'ai terminé ma licence à l'INSEP, ma licence TAPS, et j'ai fait aussi un diplôme en journalisme qui s'appelle qui est Sportcom, une section spécifique pour les sportifs de haut niveau qui veulent faire des métiers dans le journalisme et la communication. Ouais. Et voilà, en gros, t'as ta trame, et ta trame, c'est plus de 35 heures. Hein. Donc, au final, c'était vraiment un taf, un plein temps. Et après, tu gères les temps off, mais plutôt en termes d'optimisation, tu joues sur le récup. Parce que dans les 35 heures que je te dis, t'as pas le petit massage de récupération, t'as pas les passages chez le kiné, la balnéothérapie, tout ça. Donc t'es pas obligé, personne ne m'oblige à le faire, mais voilà, pour encaisser les charges de travail, pour encaisser les entraînements. Et ça, c'est plus tu vieillis, plus tu as une certaine maturité, plus ton corps il en a besoin, plus tu te rends compte que tu évites de vadrouiller, tu vois. Tu évites vraiment de vadrouiller, parce que c'est vrai que si tu as un tempérament un peu festif, l'INSEP, c'est quand même à Paris. L'INSEP, c'est pas très très loin du centre de Paris, donc tu peux vite partir dans des activités extra-sportives, voilà. Ouais. Alors moi, ça n'a jamais été trop mon cas, mais je sais que certains, franchement, si on pouvait lire l'avenir ou voir avec des conditions, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont passés par l'INSEP, qui sont passés à côté de carrières incroyables parce qu'ils ont été tentés par la vie parisienne, quoi. Ouais. Mais ça, voilà, quand tu as des objectifs qui sont très clairs et que tu es clair et que tu es en affiliation avec toi-même et que tu sais ce que tu veux, voilà, les temps off, tu les optimises, tu fais des siestes, tu fais de la récup et tu fais au mieux d'agencer tout ça, quoi. Et pour toi, quelle discipline dans le pentathlon nécessitait le plus d'entraînement ? Moi, là où ça a pêché le plus, c'était l'escrime. C'était l'escrime parce que moi, on va dire de base, je viens des sports où la performance, elle dépend de moi. Ouais. Courir, nager, techniquement, il y a du travail à faire, mais après, tu es tout seul, tu cours vite, et nage vite et débrouille-toi, quoi. Et l'escrime, c'est très très compliqué parce que mis tout seul, je suis grand, je vais vite, j'arrive à mettre des stratégies en place et voilà, j'arrive à mettre vraiment... sur le papier, j'étais vraiment un très bon escrimeur, mais il y a un impact psychologique qui est assez particulier. Hein, c'est un sport de combat et tu gères pas tu peux pas gérer le mec qui est en face de toi. Ouais. Alors, d'ailleurs, il faut préciser que vraiment... quand l'escrime, c'est l'épée pour vous. Hein. Ouais, c'est de l'épée, donc on touche avec la pointe et toutes les parties du corps sont une cible. On rencontre tous nos adversaires en une seule touche et ça fait un ratio victoire-défaite. Et voilà, hormis le moment où j'avais passé un cap justement quelques jours avant de me blesser, juste avant je te parlais de ma déchirure aux ischio, ouais. J'avais trouvé quelque chose et malheureusement ma blessure a fait que derrière j'ai même pas pu en fait retrouver ça. Ouais. Mais voilà, c'est un sport qui est très très particulier parce que pour moi c'est l'un des plus complets en termes de... Le physique compte, ouais. Mais il faut aussi de la technique, il faut de la tactique, de la stratégie, il faut jouer sur le rapport de force émotionnelle avec son adversaire, il y a vraiment énormément de choses à mettre en place dans ce sport et c'est pour ça qu'il est, pour moi, à mes yeux, c'est l'un des plus complexes. Ouais. C'est vraiment l'un des plus complexes. Parce qu'on l'a pas précisé, mais parce que moi aussi je me suis longtemps demandé le lien entre toutes ces disciplines. Et en fait, le pentathlon a été inventé par Pierre de Coubertin pour distinguer les meilleurs militaires de l'époque. Et c'est pour ça que c'est ces disciplines, puisque c'est les disciplines qu'on retrouvait dans l'armée à cette époque. Ouais, c'est ça. Et c'était notamment plutôt des gradés, des gens avec un certain grade, d'officier, officier sous-off, et il y avait une certaine image aristocratique un petit peu, ouais. Équitation, escrime, mais on en est loin, on est très loin de ça maintenant, et c'est pour ça que certaines personnes, je pense,
ont vu le pentathlon comme une discipline inaccessible du fait qu'il y a ce côté aristocratique et onéreux, parce que ce sont quand tu les prends individuellement, ce sont des les castes sociales, elles sont quand même assez particulières, hein, tu vois. Tu vas dans une salle de boxe, on va dire que c'est globalement un milieu ouvrier comme le football. Tu vas dans une salle d'escrime, moi j'en ai côtoyé à Paris, ce sont des avocats, ce sont des médecins. Et donc du coup, il y a encore cette image-là qui fait un peu inaccessible. Et finalement, en fait, en Pinta, faut complètement sortir de ça, parce que ça s'est très très bien démocratisé. Okay. Et ça va l'être de plus en plus, parce que vu que l'équitation sort du programme du pentathlon, elle va être remplacée par une autre épreuve qui est du parcours, un peu comme Ninja Warrior. Okay. C'est sûr et certain que le pentathlon va toucher bien plus de monde que ce qu'il ne faisait jusqu'à présent. Ouais. Et d'ailleurs, les nations qu'on retrouve en tête de cortège... En tête d'affiche, historiquement, la Hongrie. Okay. La Hongrie, c'est vraiment une terre de pentathlon. Après, actuellement, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui domine énormément la scène internationale, énormément chez les hommes, et les femmes sont quand même assez présentes. Okay. Maintenant, il y a quelques années, il y a, on va dire, 5, 6, 7 ans, c'était vraiment la France. Il y avait la France et la Corée. France-Corée dominait beaucoup. D'accord. On était, ma génération, on a été, tu vois, à un moment, on était dans le top 30 mondial. Je crois qu'il y avait, je crois qu'on était 7 ou 8 Français. Okay. Donc pour te dire le niveau et la densité qu'il y avait, c'était vraiment une richesse pour le pentathlon français. Après, pour moi, c'était chiant. C'était chiant parce qu'il faut se faire sa place et c'est compliqué. Et quand tu sais que pour les Jeux Olympiques, il n'y a que 2 places, forcément, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, ça a bien promu le pentathlon moderne français. Ouais. Et voilà, là aujourd'hui, c'est les Égyptiens. Et puis souvent, il y a des rotations comme ça. Il y a des rotations. C'est un peu cyclique. Là, c'est un peu cyclique. Je crois les Anglais ont toujours été présents aussi, chez les hommes et chez les femmes. Ouais. Et chez les femmes encore plus d'ailleurs. Ouais. Les femmes, je crois que historiquement, les femmes, le pentathlon moderne apparaît en 2000 à Sydney. Et je crois que de 2000, sur toutes les années, sur toutes les Olympiades, il y a toujours eu une Anglaise sur le podium olympique. Okay. Donc il y a quand même, ça a vérifié. Il y a peut-être. Ah non, il y avait pas. Non, pardon, je dis des conneries. À Rio, il n'y a pas d'anglaise. Mais sinon, je crois qu'il y a toujours eu une anglaise sur le podium. Et historiquement, voilà, culturellement, il se passe quand même quelque chose là-bas. Ok. Et pour revenir rapidement aux entraînements, est-ce qu'en termes de nutrition, t'as fait quelque chose en particulier ou tu suivais le programme D'ailleurs, est-ce qu'à l'INSEP, ils vous donnent un régime alimentaire particulier à suivre? Alors, à l'INSEP, il peut y avoir un régime alimentaire, mais ça dépend des disciplines. Tu vois, je vais penser notamment aux gymnastiques rythmiques et au synchro. Donc là, on parle c'est une communauté qui est jeune, qui est avant le lycée, qui est au lycée, et puis ce sont des jeunes filles. Et elles sont en pleine puberté, en pleine croissance. Leur corps change énormément. Et là, il peut y avoir un suivi qui est un peu plus pointu de leur côté. Alors maintenant, moi, je t'avoue que j'ai un bon métabolisme et pendant plusieurs années, même à l'INSEP, j'étais vraiment, vraiment pas un exemple à suivre en termes de diététique. Okay. J'ai vraiment mangé comme un gros sac et pas des très très bonnes choses. Mais ça, c'est plus avec une certaine expérience, avec la maturité. Tu grandis un peu, tu t'approches de la trentaine et tu te dis je commence à plafonner en termes de performance. Quels sont les aspects sur lesquels je peux jouer pour mettre tous les atouts de mon côté? Et c'est en ayant quitté l'INSEP. Ouais. C'est une fois que j'ai quitté l'INSEP que je me suis dit là, je pars clairement avec un désavantage. Okay. Je pars avec un petit désavantage. Donc, du coup, il faut vraiment que je m'appuie sur des choses sur lesquelles j'ai vraiment de la progression. Ouais. Et puis, il y a un truc qui n'est pas anodin, c'est qu'en 2020,
en juillet 2020, j'ai un accident de vélo où je me pète la jambe. Ouais. J'ai multiples fractures au fémur droit. Et ça, c'est un autre déclic dans ma carrière et même, je dirais plutôt dans ma vie, où là, je me dis, OK, on est en 2020, on va viser Paris 2024. Il y a du temps pour préparer les Jeux, mais j'ai zéro marge. J'ai zéro marge je peux plus me blesser, j'ai plus droit à l'erreur, quoi. Et donc là, j'ai vraiment mis sur papier tous les aspects sur lesquels je pouvais jouer. Donc forcément l'entraînement, je l'ai avec mon club du Racing Multiathlon à Paris. On a vraiment fait un programme d'entraînement qui était adapté pour moi et pas à un groupe. Je me suis bougé pour m'intéresser à la nutrition. Alors après, j'ai pas suivi un truc draconien, hein, mais juste avoir des grandes lignes importantes dans la nutrition. Ouais, les bases. Voilà, des bases qui, pour moi, à mes yeux, je partais tellement de loin que je me suis dit, si déjà j'arrive à respecter ça, tu vois, c'est comme, voilà, je vais pas conseiller à un mec qui fume depuis 15 ans d'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Bah voilà, je me suis dit, je vais y aller progressivement. Déjà, si j'arrive à respecter ces grandes lignes-là, ce sera déjà énormément. Et puis, et après, je suis parti aussi sur de la préparation mentale pour optimiser tout ce que je pouvais optimiser, hein, contrôler ce que je peux contrôler. Et puis, bah, Mais donc quand, voilà, ça part en... mais Ouais. quand tu dis que tu partais de loin, c'était quoi? C'était style McDo Bah, tous les jours alors, pour te dire, parce que c'est quand même avéré, ma première année à l'INSEP, donc j'ai 20 piges. L'INSEP à ce moment-là, dans le self, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai mangé des frites tous les jours. Ah ouais, ok. J'ai mangé des frites tous les jours pendant un an et demi. Et quand c'était pas des frites, il y avait des pizzas qui étaient plusieurs fois semaine. Et si c'était pas frites, c'était et de la viande rouge aussi, de la viande rouge, et frites ou pizza tous les jours. Ok. Donc ça, franchement, quand tu le dis, c'est juste, c'est complètement laborieux, quoi. Enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Ouais, Donc, tu vois, rien que, bah voilà, se dire la viande rouge, je vais en manger une fois par semaine. Les frites, ce sera pour me faire plaisir de temps en temps. Mais voilà, je vais essayer de me focaliser plus sur des apports en viande blanche, poulet, poisson, des œufs. Voilà, rien qu'en faisant ça, déjà, tu te facilites un peu la vie, quoi. ouais. Et d'ailleurs, t'as senti Mais une j'avais différence? tellement... Bah, malheureusement, pas de ouf. pas une grande différence, mais forcément, c'est indéniable qu'il y en a une. C'est indéniable qu'il y en a une. Mais ça, c'est sur du long terme. Sur Ouais. du court terme, tu manges ça, oui, tu vas peut-être être un peu ballonné dans la séance. Mais mon problème, c'est que toutes les séances, je les faisais. Et je les faisais plutôt bien. Donc, à aucun moment, j'ai remis en doute ou en cause ma nutrition. Mm. Et c'est vraiment une prise de conscience où tu te dis, waouh, là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et bon, allez, on va essayer de s'y intéresser un petit peu parce qu'en vieillissant, même si à ce moment-là, je te parle, je dois avoir 27, 28 ans. Ouais. Bah, déjà, ton corps, il réagit plus de la même tu sens qu'il réagit plus de la même manière, quoi. À 20 piges, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi, dormir moins, manger pas sainement, ne pas t'échauffer, tu vois. Il y a vraiment des concepts comme ça où tu passes vraiment à côté. Et tu vois qu'en vieillissant, bah, en fait, il te faut un peu plus de temps pour te rentrer dans ta séance. Tu sais que le week-end, tu vas rester tranquille, tu vas Ouais. éviter de manger gras. C'est vraiment une prise de conscience que le plus tôt tu as, le mieux c'est, forcément. Ouais. Mais vaut mieux qu'il arrive quand même que jamais, quoi. Mais ça veut dire que à l'INSEP, vous n'avez pas de nutritionniste qui vous suit au quotidien et qui vous conseille. Tu peux demander. Si, en fait, ça fait partie un peu du luxe dont je te parlais d'être à l'INSEP. C'est, tu peux, ils ont un bureau, tu y vas, c'est tout le temps ouvert. Tu peux vite prendre des rendez-vous. Ça te coûte rien. Tu peux avoir un suivi. Mais comme je t'ai dit, je faisais moins de 70 kilos. Comme je suis encore actuellement, tu vois. Mais j'étais à 5% de masse grasse. J'étais même en dessous. J'étais hors barème. Ok. Même les coachs, tu vois, les coachs, ils me disaient mange.
Il me disait mange. Donc à ce moment-là, en fait, tu fais même pas gaffe, tu vois. Tu te dis, bah en fait, Ouais, tout va bien. je sais que j'ai tellement une dépense calorique qui est importante Ouais, que je vais faire de l'apport, quoi. Je vais faire de l'apport. Et après, l'apport, il pouvait juste être plus intelligent. ok. Il pouvait être juste plus optimal. Mais si, si, tu peux y aller. Parce qu'en plus, t'as des sports de combat à l'INSEP. Ouais, Tu as beaucoup de sports de combat, donc on parle de catégorie de poids, on parle de régime. Donc ces personnes-là, elles sont plus aptes à aller voir et discuter avec des avec les nutritionnistes. nutritionnistes, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc, tu nous dis, donc en juillet, patatras, tu fais une sortie en vélo avec un ami et tu as un accident. Ouais. Tu peux nous Ouais, raconter un ouais, peu? bah là c'est. Ouais, bah je crois ouais, c'est ça, on est un an, on est sorti de Covid. C'était après le premier confinement. Ouais, Et je me dis, voilà, c'est la période estivale, il n'y a pas de compétition. Je suis sorti de l'INSEP à ce moment-là. Et je vois l'entraînement d'une toute autre manière. Et je me dis, voilà, je vais faire du volume, d'entraînement facile, faire de l'aéro, me faire la caisse pour préparer les séances plus spécifiques quand on se rapproche des compétitions. ouais, Et je pars dans les Alpes avec effectivement un ami qui était à Fourmeux, que j'ai rencontré à Fourmeux, qui était en équipe de France de short track. Donc short track, c'est le patinage de vitesse sur le petit anneau, parce qu'il y a le long track et le short track. Donc lui, il faisait short track. ouais. Et je le rejoins, et première sortie à vélo, ou deuxième, c'était le deuxième. Ça faisait 2 jours que j'y étais. Et fin de sortie, voilà, c'est erreur tout con, hein, tout seul, je me suis planté comme un grand. Je suis dans un virage, je vois des graviers, je me suis dit voilà, je vais glisser, tu vois, j'avais peur de déraper, du coup je me suis redressé dans le virage. Et en fait, quand tu connais un peu le vélo, en fait, tu peux pas y retourner, hein, dans le virage, tu vois. Ouais, Et très souvent, si on regarde un peu le Tour de France, il y a très souvent cette sortie de piste, ouais. où tu as le virage et le mec il va tout droit. Ouais. Et tu dis pourquoi il tourne pas. En fait, tu peux plus. Exactement. Et donc moi c'est ce que j'ai fait. Et après j'ai eu la chance ou pas, mais il n'y avait pas de ravin, mais c'était un mur. Donc je l'ai pris de plein fouet. Je devais être à une 35 km/h, je pense à peu près, en freinant. Et sur le coup, je me dis que je me suis, parce qu'en fait je vois un peu un os qui sort. Ah ouais. Alors j'ai le cuissard qui fait que je vois pas vraiment, mais je vois un petit bout d'os là. Et sur le coup, je me suis disloqué le fémur, ouais. Donc je me dis bon, c'est la hanche, c'est le fémur qui est sorti, il y a juste à remettre dedans, quoi. Bon, il se trouve que c'était pas du tout ça. Il y avait multiples fractures, donc ça a été assez cauchemardesque pendant 1 heure, d'attendre les secours, tout ça, parce que ça a été assez long. Ouais, vous étiez en montagne. Et voilà, ouais, on était en montagne, ouais. Ouais, dans les Alpes, du côté d'Annecy, entre Annecy et Annemasse. Okay. Et donc, c'est un tournant dans ma vie qui m'a apporté énormément de choses, même si c'est pas quelque chose que ce serait difficile de dire, j'ai envie de le revivre. Ouais. Parce que bon, voilà, ça t'apporte une leçon de vie, ça t'apporte des rencontres, ça t'apporte énormément de choses, mais bon, c'est vrai que l'aspect d'1 an de galère à rester 1 mois et demi, 2 mois dans un lit, tu peux pas bouger, t'es dépendant de tout le monde, t'as envie de bouger, t'as envie de faire quelque chose. Justement, c'était quoi le diagnostic? Dans le tiers supérieur du fémur, juste en dessous du trochanter. Le trochanter, c'est la grosse boule qui s'insère dans la hanche. Ouais. J'ai cassé, j'ai tout explosé juste en dessous. Donc il y avait plein de morceaux, il y avait plein de choses. Donc j'ai été opéré 2 fois, enfin 1 fois en urgence, et j'ai été réopéré 1 semaine après. Donc cette réopération, ça s'appelle une reprise, et elle me coûte sur le papier, elle me coûte 3 mois de rééducation en plus. Okay. Parce qu'on te circute 2 fois sur un os qui est pas consolidé, on t'ouvre 2 fois, et en fait on m'a mis un clou, ce qu'on appelle un clou gamma. Donc c'est une tige en titane qui est dans tout mon fémur. Donc j'ai 500 grammes dans la jambe. Qui est encore là, qui est encore d'actualité malheureusement. Je cherche à enlever là dans les mois à venir. Comment ? Non, je te demandais si tu pouvais l'enlever en fait.
Ouais, on peut envisager l'ablation. C'est vrai que moi, je l'ai pas fait parce que à ce moment-là, j'ai Paris 2024 en tête. Ouais. Et que si je décide de faire l'ablation, je repars pour 2 à 3 mois de rééducation. Et à ce moment-là, je te dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Parce que les Jeux, ils sont en 2024, mais il faut être bon dès 2022. Ouais, dès 2022, il faut déjà être dans la course olympique pour se qualifier en 2023. Et à peu près. Ouais, et donc, j'ai pas le temps. Il n'y a pas vraiment de suspense. On sait que tu es revenu, mais toi, à ce moment-là, tu es dans ton lit. Est-ce que tu te dis, c'est foutu, ma carrière est terminée, ou faut que je revienne? Faut que je revienne à tout prix. Moi, c'est le jour de mon opération, donc je suis complètement dans les vapes. En fait, à partir du moment où les secours arrivent sur le lieu de l'accident, on me shoot à la kétamine et je réapparais, je redeviens lucide 24 heures après en salle de soins intensifs. Ouais. Et je découvre un peu ma jambe, je vois, waouh, ça pue. Je me dis, ça pue. Okay. Mais je me dis, tout de suite, j'ai cette détermination qui est venue immédiatement de je vais revenir. Okay. Je vais revenir, ça va le faire. Je sais pas ce que j'ai, mais il n'y a aucune raison que ma carrière s'arrête un jour. Il n'y a pas de souci. S'il y a des jeunes qui sont meilleurs que moi, si j'ai plus le niveau, si je prends plus de plaisir, il n'y a aucun problème. Je mettrai le clignotant, j'arrête. Ouais. Mais il est hors de question que je m'arrête sur une blessure. Donc, dès que je me suis réveillé, je me dis je vais y arriver. Donc, je vais y arriver et puis. Ce coup-ci, pas. Et c'est là qu'en fait je mets toutes les chances de mon côté. Et c'est là qu'il y a une vraie décision de ma part de choisir un coach mental, de s'intéresser à la nutrition, d'optimiser tous mes entraînements. Le déclic, il vient vraiment de là. Ok. Donc, du coup, sur cette blessure-là, pas de dépression. Là, tu repars tout de suite et tu te dis, c'est hors de question que j'arrête. Après, c'est pas linéaire. Hein. Évidemment, il y a des jours où ça progresse pas. Pendant 3-4 jours, t'as mal, tu vois pas de progrès, t'arrives pas à te mettre debout. Oui, il y a forcément. Je n'ai jamais voulu abandonner, mais il y a des moments qui sont très très durs. Il y a des moments très 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 durs. Mais la preuve étant, c'est que en juillet 2020, je me blesse, et en décembre 2021, je redeviens champion de France. Okay. Et avec ça fait, je deviens en décembre 2021 et je recours. Ça fait 4 mois que je recours. Hein. Okay. Donc, je pense que cette autodétermination, en fait, le cerveau est impressionnant. Ouais, c'est 100%. Le cerveau, l'autoconditionnement, il est incroyable. C'est-à-dire que tu me mets moi, la même personne, le même accident, tout pareil, mais avec un état d'esprit qui te dit ouais, j'y arriverai pas, ça y est, j'arrête. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, je serai encore en train de boiter, tu vois. Ouais. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que c'est pas comme ça que ça allait se passer et que je vais revenir. Et ça, j'en suis vraiment convaincu que je vais pas forcément parler de force de caractère, mais l'autoconditionnement, si tu décides que ça va le faire, ton cerveau, en fait, il est à la fois bête et intelligent, et il comprend pas, il se dit ça va le faire ? Ok, ça va le faire alors. Ouais, c'est le mental. Ouais, beaucoup de gens vont mettre ça dans la catégorie mentale. C'est vrai que moi, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il veut tout et rien dire. On peut y mettre tout ce qu'on veut. C'est vraiment c'est un peu un fourre-tout, tu vois. Ouais. Mais oui, globalement, on va résumer avec cette idée de mental. Et est-ce que tu as des conseils à éventuellement donner à des sportifs à qui la même chose pourrait arriver ? Qui réécoute les 2 dernières minutes de ce podcast, de ce que je viens de dire. Ouais. Parce que, tu vois, quand je suis quand je me réveille en soins intensifs, j'ai le médecin le chirurgien qui m'a opéré quelques heures avant, il me dit, il est possible, il y a de grandes chances que vous ne recouriez plus jamais de votre vie. Okay. Bon, voilà. Si j'écoute ce mec, je te dis, aujourd'hui, je suis encore en train de boiter, quoi. Ouais. Donc en fait, il y a le corps humain, il peut faire des choses incroyables et le corps médical, il faut se méfier, tu vois. Et encore, et ce que je te dis là, cette leçon-là, elle peut s'avérer dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Quelqu'un qui te dit t'y arriveras pas ou tel examen, pourquoi tu te présentes à l'examen, t'y iras pas. Pourquoi tu veux aller draguer cette meuf, ça sert à rien. Tu vois, c'est vraiment des trucs.
il y a des barrières qu'on se met, qu'on se fixe, et en fait, faut arriver à les faire sauter, et puis, et quitte à échouer, mais je pense qu'il y a vraiment cet état d'esprit à avoir, et D'où la citation que tu m'as envoyée. L'autoconditionnement. Si tu crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu triste à dire, mais t'es acteur de ta vie. Je veux dire, la performance, tu vois, tu peux mettre le meilleur entraînement du monde, le meilleur entraîneur du monde. Si à un moment donné, c'est pas moi, enfin, je me retrouve face à moi-même sur la performance, sur la ligne de départ, sur le plot, c'est moi qui dois le faire. Donc ouais, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est ne pas attendre des autres. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre parce que j'avais à l'époque, je donnais vraiment ma confiance très très rapidement. J'avais l'impression que j'étais entouré des meilleurs et je faisais aveuglément confiance. Et en fait, t'attends de certaines personnes, t'attends de certaines promesses, de certaines choses. En fait, ça n'arrive pas et tu te dis, bah voilà, en fait, j'ai perdu 2 mois, j'ai perdu 1 an, j'ai perdu une Olympiade. Parce que c'était du vent, parce qu'en fait, parce que il aurait fallu que je me bouge avant, quoi. Ouais. Donc, moins t'attends des autres, plus t'es indépendant. Mais ça veut pas dire accepter l'aide extérieure, tu vois. Tu peux t'entourer, tu peux demander conseil, mais à un moment donné, les choses, faut qu'elles viennent de soi-même. Okay. Donc c'est peut-être le conseil que je pourrais donner, mais il n'y a pas besoin d'être dans un lit d'hôpital pour essayer de le suivre. Ouais. Et donc en janvier 2012, tu décides de prendre ta retraite. En 2022, ouais. Pardon. En 2022, ouais. 2022. Non, 2023, ouais. 2023. 2023. Attends, bah non, on est en 2024. Du coup, officiellement, j'ai pris ma retraite là il y a 3 mois. Maintenant, la prise 2024, de décision, elle se fait. Non, en fait, je pensais à autre chose. On va y arriver. 2024. Et dans Ouais. Ouest France, tu dis que il y avait plus trop de plaisir, que le plaisir était un petit peu parti. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, je pense que ça, c'est une vérité pour déjà beaucoup de monde, beaucoup des sportifs de haut niveau qui sont actuellement en course pour les Jeux de Paris 2024. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que tu fais ça. C'est long, c'est dur, c'est laborieux comme effort. Dans la société, en plus, ça t'apporte pas grand-chose. Ça veut pas dire que tu peux pas te nourrir de ce que tu as vécu et tout, mais tu vois, sportif de haut niveau, c'est précaire, quoi. C'est vraiment précaire. Hormis le gratin du sport de haut niveau, tu gagnes pas très très bien ta vie. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec Videlio. Ouais. Videlio, c'était une boîte qui avait rien à voir avec le sport, mais je les ai rencontrés et en fait, ça m'a permis de vivre de ma pratique. Ouais. En étant détaché, mais sinon, en fait, tu prends énormément de retard dans la vie. Tu prends énormément de retard dans la vie quand tu es sportif de haut niveau. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est que moi, j'ai 31 ans. Ouais. Je suis au même stade qu'un mec qui en a 22, quoi. Je découvre la vie. Professionnellement, je fais face à des choses que... Comment ? Professionnellement, tu veux dire ? Ouais, professionnellement, mais même sur d'autres aspects, tu vois, administrativement, tu fais face à des choses qui sont tout cons. Choper un logement, déposer un préavis, avoir des assurances, tout ça. En fait, c'est la vraie vie, mais quand tu es sportif de haut niveau, tu es tellement un peu materné, tu es tellement dans une matrice que tu fais pas forcément face à tout ça. Enfin, moi, je sais que ça a été tardif. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu en décalage par rapport à ça, et ça peut être vraiment... ça peut être vraiment troublant, quoi. Ouais. Donc après, je vais revenir à ta question. C'est le plaisir. Bah ouais, forcément, c'est tellement dur. C'est tellement dur et il y a tellement peu de reconnaissance qu'à un moment donné, en fait, je sais que mes 2-3 dernières années, j'y suis allé avec de la discipline, de la détermination, mais c'était parce que j'atteignais le but. Tu vois, je me dis, allez, 2024, il me reste 2 ans à faire. Je vais au bout du truc et après j'arrête. Mais tu vois, j'étais pas dans le plaisir du sport. Mon but, il est au bout. Allez, je m'arrête pas tout de suite. Ouais, là, c'était l'objectif. Mais la notion de plaisir, je veux dire, elle existait encore, mais c'est pas ça qui me nourrissait, quoi. C'est pas ça qui me faisait vibrer. Et tu vois, je pense que quand on arrive sur des fins d'Olympiade où on est à quelques mois des Jeux Olympiques, il va y avoir une ruée de sportifs qui vont partir à la retraite.
Mais ça, ils le savent depuis longtemps, tu vois. Et en fait, je pense que parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui s'entraînent juste un peu parce que, genre, c'est mon taf, tu vois. Allez, je vais au bout du truc. Mais le plaisir, je pense que pour certains, je pense que le plaisir pour certains, il a déjà disparu depuis un certain temps et qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de relâcher la pression et de vivre autrement, en tout cas. Ouais, entamer une nouvelle vie. Ouais. Donc, moi, le plaisir avait disparu, ouais. Ok. Et justement, quand tu dis que c'est compliqué de vivre de son sport, de sa passion, quels sont les principaux postes de dépenses pour une saison, on va dire une saison de pentathlon par exemple? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Alors là, pour le coup, je vais pas pouvoir vraiment répondre à ta question parce que quand t'es en équipe de France, quand tu pars sur des grandes compétitions, tu payes rien. Okay. Quand tu es à l'INSEP, tu payes ton logement et c'est loin d'être faramineux comme dépense financière. Et donc je peux pas vraiment répondre à ta question. Après, moi je m'entraînais de mon côté. J'avais des frais en plus. C'est sûr que je pars faire un stage d'équitation. J'ai personne pour me le payer, sauf si éventuellement j'arrive à assembler un peu d'argent, si j'arrive à signer un petit contrat avec un mec qui veut bien me filer un peu d'argent, un mécène ou quoi que ce soit. Mais sinon pour mon cas, je peux pas dire que j'ai galéré forcément par rapport à ça. Parce que j'ai été dans le système et notamment quand je suis à l'INSEP, dès qu'on part faire des stages à l'étranger, dès qu'on a besoin d'un peu de matériel, hormis du matériel très très spécifique, j'ai quasiment rien déboursé. Donc, je sais que pour certains, c'est pas du tout le cas, et pour certains, tu pourras, si tu arrives à en rencontrer, là, ils vont vraiment te dire, ça me coûte tant par mois, mon entraîneur, je dois le payer, je paye mes kinés, je paye mes déplacements. Tu vois, je pense notamment au tennis. C'est vrai que dans le tennis, il y a beaucoup. On voit les sommes qu'ils gagnent. Dès que tu fais un beau tournoi ATP ou un truc comme ça, t'as une certaine somme qui est assez conséquente. Mais quand tu sais que le mec, il paye son entraîneur, qui paye son son kiné, qui paye son préparateur mental, qui paye ses déplacements, tu te dis, il gagne peut-être beaucoup, mais au final, s'il gagne un tournoi dans l'année à 100 000 euros, toute l'année, il faut qu'il vive dessus, quoi. Ouais. Donc, il peut pas forcément lui rester beaucoup derrière, quoi. Et là, je te parle encore j'ai pris l'exemple d'un sport qui est professionnel, mais moi, je suis un sport amateur et on est beaucoup dans mon cas. Je pense que tu vas voir un mec, un rameur qui fait de l'aviron, un truc comme ça. Je pense que les mecs galérer, ils savent. Il n'y a même pas de jeu de mots et tout, mais je pense qu'ils savent ce que c'est. Ouais, surtout qu'il y a certains sports qui nécessitent d'acquérir l'équipement. En pentathlon, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Par votre cheval. Ah ouais, il y a une flopée d'équipements, et c'est vrai que là, si t'as pas un minimum suivi, si t'es pas un minimum aidé, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer parce que. Alors l'équitation, t'as pas besoin d'acheter tout le matos pour le cheval, mais t'achètes une bombe d'équitation, des bottes, une veste, un pantalon, tu t'en sors, t'en as pour 500 balles, quoi. En prenant un peu les premiers prix, hein. T'en as pour 500 balles, les scrims, alors la veste, le masque, tout ça, moi c'était pris en compte par la fédération, voire par mon club. Mais c'est vrai que tu achètes des chaussures. Maintenant, on parle de plaques carbone et tout en course à pied. C'est 200 balles. Tout ça, à la fin de l'année, tu peux avoir peut-être entre 1000 et 3000 euros de matos, quoi, à tes frais. Ouais. Et toi, ton partenaire, c'est Vidélio, tu m'as dit? Ouais, alors c'était pas un partenaire, c'était mon employeur. J'ai vraiment eu... c'était une rencontre assez hasardeuse, mais... je me suis à ce moment-là, je viens fraîchement d'être champion du monde. Okay. Je reviens de Mexico et je rencontre ces gens-là qui sont intéressés par poursuivre un athlète. Et il se trouve que je les rencontre et puis le contact passe très très bien. Les valeurs se correspondent et peu de temps après, je signe un contrat. Donc c'est un CDI. Sur le papier, c'est un CDI, mais on appelle ça une CIP. Donc c'est une convention d'insertion professionnelle. Ouais. Et globalement, ça aide les sportifs de haut niveau à être détachés, alors de l'ordre de 50% ou de 100%. Ouais. Moi, j'étais à 100%. Ouais. Donc, c'est un luxe incroyable où, en fait, j'étais payé pour
pour faire mon sport, quoi. Donc c'était vraiment c'est le rêve absolu. Hein. C'est le rêve absolu. Et à ce moment-là, je suis vraiment à l'apogée de ma carrière où malheureusement je vais me blesser quelques mois après. Mais c'est là où je me sens vraiment très 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 fort. Et ça, pour le coup, l'aspect financier aurait pu être un facteur pour lequel j'aurais pris ma retraite. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 27 ans, je gagne pas ma vie. Hein. Moi, ça fait de 20 à 27 ans, je vis des allocations familiales, je gagne 75 € par mois. J'ai rien. Et donc, du coup, à 27 ans, si je rencontre pas Videlio, il est possible que j'arrête ma carrière très rapidement. Et là, par contre, j'aurais eu les boules, hein, parce que tu t'arrêtes, tu es au sommet, et c'est juste parce que tu gagnes pas d'argent que tu t'arrêtes. Et il y en a beaucoup, hein, je pense, chez les sportifs. Franchement, excuse mon vocabulaire, mais ça fait chier. Hein. Et justement, est-ce que c'est un sujet de discussion entre vous ? Est-ce que vous en parlez Pas tant que ça. Alors moi, ça fait longtemps du coup que je m'entraîne en solo. Ouais. Donc je suis plus forcément avec le groupe, avec les gens qui partagent les mêmes problématiques. Ouais. On était un peu au courant de qui signait des contrats avec qui, tu vois, mais c'est pas forcément quelque chose dont on parlait, tu vois. Il y a vraiment encore ce côté un peu tabou que je trouve un peu idiot, mais c'est comme ça. On a du mal à parler d'argent. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est très très transparent. Ok. Et donc là, tu me dis que tu veux te lancer en triathlon, si j'ai bien retenu, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, moi, avant de partir sur le pentathlon, donc j'ai 17 ans, et à 17 ans, post-bac, je me dis je vais partir faire du tri. Ouais. Parce que je m'éclate, je suis fort en course, je suis bon nageur. Et a priori, le vélo pouvait très très vite suivre. Ouais. Sauf que voilà, je suis parti dans l'engrenage du sport de haut niveau. J'étais parti pour vivre comme mon rêve. Et c'est le pentathlon qui m'est tombé dessus. Mais voilà, il y a toujours eu ce petit truc qui me dit putain, le triathlon c'est quand même bien stylé. Et puis je peux ne pas être mauvais, tu vois. Ouais. Donc écoute, je suis maintenant à La Réunion. Un cadre vraiment idyllique pour s'entraîner en triathlon parce que tu peux sortir toute l'année à vélo. Piscine extérieure, t'as de quoi courir partout. Il y a du dénivelé. Donc il y a du dénivelé, donc ça j'adore. Alors maintenant je fais attention aux descentes. on apprend de ses erreurs. Tu prends les virages. Ouais, c'est ça. Mais non, là je m'éclate et là tu vois, officiellement ça doit faire 10-15 jours que j'ai ma licence. Okay. Parce que je me suis d'abord testé, j'ai fait deux petites compètes comme ça avec juste un certificat médical. Ouais. Et il se trouve que c'est pas trop mal, tu vois. À ce moment-là, je suis vraiment pas du tout dans l'entraînement. Je m'entretiens parce que voilà, tu peux pas arrêter du jour au lendemain en étant sportif de haut niveau de plus rien faire. Donc je m'entretenais, j'allais nager un petit peu. Je faisais 2 courses par semaine. Je nageais 2 fois histoire de faire un peu quelque chose. Et en fait. Il se trouve que j'aime vraiment ça et là je suis reparti dans l'entraînement. Donc là je m'entraîne et j'ai hâte. Je vais m'orienter vers du triathlon semi-longue distance, donc du Half Ironman. Okay. Et je vais aller briguer la qualification pour les championnats du monde l'année prochaine en amateur dans ma catégorie d'âge. Okay. Donc je vais aller essayer de titiller ça. On va suivre ça de près. Pour m'éclater. Mais vraiment, cette fois-ci, tu vois, il y a pas de notion de... moi, je me mets une notion de performance, mais j'ai plus la pression, tu vois. D'accord. Si j'y vais, c'est bien. Si j'y vais pas, on s'en fout. Je suis amateur. Il y a personne qui me dit il faut absolument que tu réalises ce quota-là, parce que sinon, tu n'auras pas cette aide-là. Et si tu fais pas ça, tu peux être viré de là. Là, je m'en fous. Je le fais vraiment pour moi, pour m'éclater. Et puis, et je pense que c'est l'un des facteurs qui va me faire que je peux être bon, tu vois. Ouais, 100% plaisir. 100% plaisir. Je le fais vraiment pour moi et je pense que c'est le jour où tu arrives à avoir ça tout le temps, c'est un boulevard vers la performance. Quand c'est ça ta motivation première. Ouais. Et du coup, là, pour te lancer en triathlon, est-ce que tu as besoin d'un sponsor ? Forcément, qui dit triathlon dit matériel. C'est encore du matériel qui est onéreux. Ouais. Donc forcément, si je veux aller chiader une performance un peu plus poussée, le facteur sponsoring, il va être
presque obligatoire. D'accord. Maintenant, je suis dans la partie où j'ai pas encore réalisé de performance. Donc, je suis pas encore forcément légitime pour aller chercher des sponsors. Mais ouais, après, tu vois, enfin, c'est vrai que pour en avoir parlé avec pas mal de gens, il y a peut-être une histoire à raconter qui peut être plus vendeur que juste, voilà, je veux faire les championnats du monde comme moi, je voyais cet aspect-là avant quand j'étais dans le haut niveau. Ou quand tu vas demander de l'argent ou un sponsoring, bah, tu dis, voilà, moi, je vais viser telle performance et donc j'ai besoin de tant d'argent. Alors que maintenant, tu vois de plus en plus des gens qui vont arriver à avoir des sponsors, mais parce qu'ils racontent une histoire. C'est ça. Qui vont toucher les gens, qui vont être émus. Inspirante. Pour des très, très belles histoires, tu vois. Tu as des mecs qui font des Ironman avec leur enfant qui est tétraplégique ou ce genre de choses, tu vois. Là, c'est... Ouais. Je te prends un cas qui est un peu extrême, tu vois, mais t'as des histoires magnifiques comme ça, des gens qui se battent contre le cancer, contre de graves et lourdes épreuves dans la maladie, tu vois. Donc il y a peut-être un mix des deux, tu vois, le mec qui s'est pété la jambe et qui revient, qui ose vivre un peu son rêve à 31 ans et qui en plus de ça vise une belle perf. Ouais, c'est ça, c'est que Ça peut t'as une super histoire à raconter. Ouais, ça peut suivant les valeurs d'une entreprise, ça peut toucher. C'est peut-être moins émouvant que, comme je t'ai dit, le père de famille qui va faire un Ironman avec son enfant qui est malade. Mais s'il y a une entreprise qui se retrouve dans les valeurs que je diffuse, bah c'est tout bon, quoi. Ouais. Ouais, non, ouais, t'as complètement raison. Et donc pour l'instant, t'as mis encore aucune action en place pour trouver un partenaire. Non, c'est vrai que là-dessus, je languis un peu. J'aimerais bien faire quelques perfs, histoire de montrer ce que je vaux vraiment, et en plus de ça, l'agrémenter avec mon histoire. Ouais. Mais il va falloir que je me bouge un petit peu, parce que fin octobre, début novembre, en fait, je vais essayer d'aller au Maroc pour me qualifier justement pour les championnats du monde. Okay. Et pour aller au Maroc, bah, globalement, il faut 3 000 €, quoi. Donc si je peux ne pas les sortir de ma poche pour pas me faire un trou dans le budget, c'est cool. Et puis après, bah, tu sais, c'est donnant, sponsoring, tu portes le logo, tu portes la marque, tu diffuses. Ouais. C'est le but, hein. C'est pas le sponsoring, faut pas juste voir ça comme je prends de l'argent et ciao, quoi. Oui, forcément, il y a une contrepartie. C'est une histoire. Ouais, puis tu sais, même le mot contrepartie, il me dérange un peu, tu vois. C'est un peu, bah, si on te donne ça, tu nous fais ça, tu vois. Alors moi, je préfère que ce soit un truc qui est naturel, en mode. Un échange. Qui est une relation. Ouais, c'est ça, un truc qui se fait fluidement, plutôt que juste te dire un peu, bah voilà, t'as pris un chèque, maintenant tu nous dois ça, quoi. Ouais. Tu vois, je préfère avoir deux personnes qui me donnent 500 ou 1 000 €, qui se passe un truc sympa, plutôt qu'un mec qui me dit, voilà, moi je te donne 10 000 balles, mais par contre maintenant tu m'appartiens, quoi. D'une certaine manière, ton image m'appartient. Ouais, tu vois, j'ai pas envie de rentrer forcément là-dedans. Je préfère un truc avec des gens à qui je m'entends bien et créer, agrémenter mon histoire, quoi. Continuer de faire mon truc et pas avoir... Parce que tu vois, quelqu'un qui me donne 10 000 balles, je vais forcément avoir la pression. Ouais. Je vais forcément avoir la pression parce que du coup, t'as un peu une obligation de résultat et ça, j'ai plus envie de tomber là-dedans. Ouais, j'ai plus envie de tomber là-dedans parce que je sais vers quoi ça tend. Ça tend vers de l'extrême, de la super performance. Ouais, et dans ces moments-là, bah, le plaisir peut disparaître. Ouais, et, une bonne pression. Et ça, j'ai bien compris que le plaisir, il faut que ça reste le moteur principal. Donc j'ai envie de garder ça. Ok. Et du coup, tes objectifs à court terme? Les objectifs à court terme, bah écoute, tu vois, ce week-end, je vais faire un format duathlon un petit peu sympa, sous forme de qualif, demi-finale, finale. Ouais. Je vais aller me titiller à des... Alors, je connais pas forcément le niveau, je sais pas à quel point ça va être fort ou pas, mais je vais aller prendre quelques petits repères comme ça, et puis je vais avoir 1 ou 2 triathlons à réaliser dans les mois à venir sur des formats plus courts, des formats M. Le format M, c'est le format olympique avec 1500 mètres de nage, 40 de vélo et 10 à course à pied. Okay. Et voilà, pour commencer vraiment à voir un peu ce que je vaux, parce que je m'entraîne depuis 2 mois maintenant. Et pour voir si ce que je fais à l'entraînement est cohérent et si ça répond bien.
Ok. Donc voilà, sur le court terme, c'est prendre un peu de l'expérience sur des différents formats. Et puis au fur et à mesure de l'année, je vais m'orienter vers le format Alpha Ironman, qui sera l'objectif dans les 2-3 années à venir. Super. Super. Bah écoute, on va suivre ça de près. Et pour conclure, est-ce que avec du recul, il y a quelque chose que tu ferais différemment tout au long de ta carrière? Est-ce qu'il y a des décisions que tu changerais si tu pouvais? Ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est ce moment où en fait je me dis qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être performant qu'en étant à l'INSEP. Ouais. Et je pense à ce moment-là que je fais une erreur et que j'aurais pu partir un peu plus tôt. J'aurais pu partir de l'INSEP un peu plus tôt pour faire un truc qui me correspondait un peu plus. Un peu plus individualisé, plus personnel, parce que c'est vrai que plus tu avances dans la performance, plus tu deviens mature, plus tu sais ce qui te va, ce qui te va pas. Mais à ce moment-là, ça me paraît tellement impossible de faire autrement qu'à l'INSEP que je n'ose pas le faire, quoi. Après, là, tout de suite, là, tu me poses la question, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Maintenant, j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ce que j'ai mis en place, tu vois. Tout à l'heure, je te prenais l'exemple potentiellement des gens qui ratent des carrières parce qu'ils font trop la fête ou qu'ils font. Moi, j'en ai parlé, mais je suis pas du tout comme ça. Ouais, donc je peux pas me dire, bah non, j'ai merdé quand j'étais jeune, je faisais trop le con, je suis passé à côté de tout ça. Franchement, là-dessus, j'ai toujours été assez droit et assez concentré sur les objectifs, donc. Pas de regret. Non, franchement, pas forcément de regret. Non, là-dessus, c'est juste l'aspect d'accepter de prendre cette décision, un peu porter ses couilles et se dire, je pense que moi, ce qu'il me faut, c'est ça. Je l'assume si ça fonctionne pas, mais au moins je dépends plus des autres, tu vois. C'est ma décision, et je vais peut-être me planter, mais je vais essayer autrement. Et ça, je l'ai fait un peu par défaut quand j'ai vu vraiment. En étant blessé, en dépression, quand j'étais au bout du bout, où là, parce que là, quand je te parle au bout du bout, tu vois, moi, je suis transparent là-dessus. J'étais sous traitement, je voyais un psy tous les jours. C'était vraiment très, 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 très compliqué, quoi. Okay. Donc, quand on arrive à ce moment-là, tu vois, c'est un peu trop tard. C'est un peu tardif pour prendre ce genre de décision. Donc, si je pouvais refaire ça, je prendrais cette décision, mais plus tôt. Ouais. Un peu plus tôt pour pas connaître les abysses sombres que j'ai vécu pendant quelques mois. Okay. Si je pouvais m'épargner ça, ça je le ferais. Ouais. Et du coup, pour un dernier mot, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes athlètes qui débutent? Juste être en adéquation avec ses objectifs. C'est si tu as des objectifs qui sont élevés, il faut que ton rythme de vie soit corrobore avec ce que tu veux. On peut pas tout faire. Certains parleront de sacrifices. Moi, je vois plutôt des concessions. C'est-à-dire que si tu as tellement envie d'être champion du monde, normalement, t'as pas besoin de faire des sacrifices. Tu vois. Alors peut-être que c'est différent, tu vois, quelqu'un qui vit à La Réunion, qui doit monter à l'INSEP, le sacrifice, c'est quand même de quitter son île. Je pense aux Antillais, tout ça, effectivement, parce que je connais, il y a pas mal de Guadeloupéens, de Martiniquais à l'INSEP. Ouais. Là, je pense qu'on peut parler de sacrifice, tu vois, c'est un peu particulier. Mais juste, c'est cet aspect de, t'as un objectif qui est plus ou moins élevé, mais si tu veux l'atteindre, il y a des choses à mettre en place. Il faut juste arriver à bien le cibler. Voilà. Après, c'est cette histoire que tu décides pas forcément. C'est arriver à bien s'entourer. Mais ça, des fois, tu t'en rends compte un peu tard. Tu t'en rends compte un peu tard que c'était pas forcément la personne qu'il te fallait. Il t'aurait fallu une autre manière de voir, mais de faire les choses. Mais voilà. Et puis y croire. C'est un peu une leçon de vie un peu bateau, tu vois. Mais c'est tout le monde. Tu veux être champion du monde, tout le monde te dit que tu n'y arriveras pas, que c'est complètement con ce que tu veux faire ou ce que tu fais. En fait,
peut-être qu'ils ont raison, mais toutes les chances de ton côté pour y arriver. Et puis après, tu seras bien content de dire, vous voyez. Enfin, en fait, tu n'as même plus besoin de dire après. Ouais. C'est ça qui est top. Exactement. C'est juste tu regardes et tu souris, tu vois, en mode faire la main. Coucou. C'est le meilleur argument. Tu vas bien? Ouais, voilà, c'est ça. Puis c'est même pas une histoire de vengeance ou quoi que ce soit, c'est juste, moi j'ai cru en moi et c'est ce qui comptait, quoi. Exactement, j'ai pas abandonné, voilà. et j'ai persévéré et c'est ça. J'ai réussi. C'est ça. Et ben c'est de la discipline, beaucoup de discipline et de la rigueur et croire en soi. Ouais. Et ben c'est super, on va se quitter sur ces mots. Merci, merci Alexandre de nous avoir partagé. Avec plaisir. Ta vie et ta carrière. Je pense que les auditeurs ont dû apprécier. On va suivre ton évolution en triathlon. Et peut-être qu'on fera un épisode pour de mise à jour. Exactement. Pour savoir où t'en es. Ce sera avec plaisir. Merci. Ce sera avec plaisir. Super. Merci à toi et puis à bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites du sport.